Bonjour à tous et bienvenue dans la séance numéro 8, puisqu'en réalité la séance numéro 7, je l'ai réalisée toute seule en vous envoyant la lecture linéaire concernant la princesse captive de sa passion, notamment dans la scène du jardin ou du pavillon. Voilà, donc l'objectif de cette séance c'est de s'intéresser à la passion dans la princesse de Clèves, sachant que le propos de Madame de Lafayette, qui est un propos largement moral, consiste à dire que la passion est l'origine des tourments et la désorganisation de la société. Donc la passion désorganise à la fois la société, les relations entre individus et les individus eux-mêmes. C'est donc le propos du cours. Donc dans un premier temps, je voudrais vous expliquer ce que c'est que la passion du point de vue étymologique, pour que vous puissiez ensuite l'exploiter, ce sens-là, dans une dissertation par exemple. Donc la passion étymologiquement renvoie au terme subir. Il y a une forme de passivité dans la passion. Effectivement, ça fait le terme pathos, qui veut dire pathologie, maladie. Donc concrètement, la passion, c'est ce dont on souffre. C'est ce qu'on voit au travers le terme pathologie. Donc ça vient donc de la même racine. La passion est donc un mal qui porte à la fois sur le corps et sur l'âme. Dans un autre sens, donc ça c'était le premier sens évidemment, hein, le sens étymologique. Dans un autre sens, le terme passion, c'est aussi l'expression violente d'un sentiment. C'est un sentiment poussé à son extrême, la passion. Admettons que vous viviez une forme de colère, et bien votre colère transformée en une passion, ça devient le courroux en fait, hein, ou l'ire. Et bien de la même manière, chez les Madame de Lafayette, l'amour peut parfois se transformer en une passion amoureuse ou aussi en jalousie excessive. Et bien donc du coup la passion c'est l'expression violente d'un sentiment. Donc avec la passion, le sentiment est exacerbé et amplifié. Et de fait, chez Madame de Lafayette, dans la façon dont elle écrit, on verra que les tournures d'amplification ou les procédés d'amplification sont assez nombreux. Mais revenons plus précisément sur les différentes passions qu'évoque Madame de Lafayette. Elle tourne tout autour de l'amour, évidemment, puisque c'est son propos. Et donc autour de l'amour, on peut noter trois types de passions. L'amour pour l'autre, c'est-à-dire l'amour charnel, le désir, notamment celle de la princesse pour de Nemours, et à l'inverse celle de la princesse celle de Nemours pour la princesse, mais on a aussi une autre forme d'amour qu'on peut retrouver davantage dans la relation de couple, qui est plutôt celle de l'amitié. On peut dire que la princesse a une forme d'amitié envers son mari. Dans une deuxième acception, on voit aussi chez Madame de Lafayette l'amour de soi développé, ce qui correspond à l'orgueil. Concrètement, le vidame de Chartres est un personnage emblématique de l'orgueil. Il s'aime tellement qu'il ne veut pas perdre la face, c'est la raison pour laquelle il fait réécrire ses fameuses lettres. Et enfin, la jalousie, qui est plutôt à relier au prince, mais aussi à la princesse de Clèves, puisqu'il arrive à la princesse de Clèves d'être jalouse à tort des femmes qui tournent autour de Nemours, ou qui pourraient tourner autour de lui. Et le prince est très jaloux de l'amour de la princesse pour un autre. Dans tous les cas, la passion devient un tourment de l'âme et du corps. On verra que chez Madame de Lafayette, il y a à la fois l'analyse psychologique de la passion et de sa désorganisation dans l'esprit du personnage, mais aussi l'analyse des conséquences de la passion sur le corps du personnage, puisque le corps est un élément traître de la passion. Donc dans un deuxième temps, il faut envisager chez Madame de Lafayette, puisqu'on est là dans une vision janséniste et aussi précieuse, il faut envisager la passion comme un élément de danger, et le fait aussi que Madame de Lafayette voit la passion comme dans une dimension tragique, au sens littéraire du terme, c'est-à-dire que Madame de Lafayette envisage la passion comme une tragédie au cours de laquelle l'individu est mis en échec et éventuellement la passion peut amener la mort.
à son extrémité, à sa plus grande extrémité. Chez Madame de Lafayette, donc pure janséniste et aussi précieuse, il faut donc se méfier des passions, ça c'est l'évidence morale qu'elle veut mettre en exergue. Pour elle, les passions sont destructrices et conduisent à l'échec. Alors que ce soit l'échec peut être la mort, mais ça peut être un échec social, etc. etc. Donc la passion est vue comme un danger. Alors, si la passion est vue comme un danger, quelles sont les conséquences possibles de la passion chez Madame de Lafayette? D'abord la folie, perdre la raison, ce qui arrive par moment à la princesse. On peut aussi perdre la mesure de son propre corps, être malade, mourir, subir des évanouissements, des rougissements, ce qui arrive à la princesse. La mort, ça arrive au prince de Clèves. On peut aussi être en faillite sociale, donc perdre sa réputation, c'est une faillite de l'individu en société. On peut perdre l'estime de ses proches, donc c'est une faillite de l'individu face à ses pairs, c'est le cas de la princesse qui perd l'estime de son mari. Et puis on peut nuire au sien évidemment, puisque la princesse, sans vraiment le vouloir, a nui à son mari. Tout à l'heure, je vous ai dit que Madame de Lafayette avait une vision tragique de la passion, hein, au sens littéraire du terme. Alors, je vous fais une reformulation de ce que c'est qu'une tragédie. Hein. Dans une tragédie, normalement, on voit le spectacle des passions des personnages. Ce spectacle crée à la fois émotion vive et pitié de la part du spectateur. La tragédie sert à édifier les spectateurs qui, du coup, en regardant le spectacle terrible des passions des personnages, se dit que il n'a pas envie lui-même d'être victime de ses passions qu'il voit à l'œuvre sur scène. Généralement, il est question dans une tragédie d'un ou plusieurs personnages sur lequel on concentre sur lequel ou sur lesquels on concentre les actions, et l'un de ces personnages finit par mourir. C'est un des dommages collatéraux de la passion, la mort. Généralement aussi dans une tragédie, on a la puissance du destin. C'est moins perceptible dans les tragédies du XVIIe siècle comme celle de Racine. Chez Racine, on a une vision encore plus morale, c'est-à-dire que le destin du héros est intimement lié à la passion elle-même, à la gestion de la passion que le héros fait dans l'œuvre. Donc en fait, dans les tragédies classiques, il y a une vision très morale de la passion et on enlève au dieu l'impact qu'il pourra avoir sur la destinée d'un personnage, et cet impact est souvent lié au dommage de la passion. Donc s'il y a un responsable à chercher, c'est la passion contre laquelle on ne sait pas lutter, qui nous fait aboutir à une mort parfois certaine. Alors, qu'est-ce qui fait, donc, pour revenir à la princesse de Clèves, dans toute tragédie, un héros lutte contre son destin, et bien dans la princesse de Clèves, les individus vont donc lutter contre elle. Ça va être le cas de la princesse qui va lutter entre passion et vertu, elle va être victime d'un dilemme, et dans une tragédie, il est souvent question d'un dilemme, pas souvent chez Corneille. Les individus se mettent en conflit. Effectivement, dans une tragédie, il y a la notion de conflit. C'est le cas de la princesse, hein, qui fait germer du coup le conflit, notamment entre son mari et elle. Les individus ont peu de pouvoir sur la passion. D'ailleurs, c'est ce que montre Racine. Hein, la passion met en échec les individus. Donc, dans la princesse de Clèves, c'est la même chose. Les individus vont être victimes malgré eux. Hein. Le héros, du coup, n'est pas réellement libre de son dessein à cause de la passion dont il est victime. Et c'est le cas de la princesse finalement. On peut se dire que tout le temps qu'elle est amoureuse, qu'elle veut vivre sa passion, elle n'est pas libre. À partir du moment où elle se libère de sa passion, où elle s'en débarrasse, elle devient libre, et c'est le cas à la fin de l'œuvre. On peut donc voir cette fin comme une fin positive du point de vue moral dans la princesse de Clèves. Les individus sont confrontés à la mort, qu'elle soit réelle ou symbolique, et de fait, dans la princesse de Clèves, elle est confrontée à la mort de son mari, à la mort de sa mère, ça c'est pour une autre raison, mais elle est confrontée aussi à sa mort symbolique, puisque à la fin de l'œuvre, la princesse part en retraite, c'est une mort sociale symbolique. Voilà. Donc on peut jouer sur les termes ici. Les individus sont tourmentés. Et ils sont tourmentés par des sentiments extrêmes. Évidemment, on a peur pour la princesse et on a pitié d'elle.
C'est donc pourquoi Madame de la Fayette nous met régulièrement en scène le spectacle de la Passion. C'est pour ça qu'il y a il y a parfois des éléments de théâtralité chez Madame de la Fayette, dans La Princesse de Clèves. C'est parce qu'il y a un écho avec la tragédie. Madame de la Fayette met régulièrement en spectacle la Passion, comme dans une tragédie, de sorte que le lecteur en fasse une leçon par le biais d'une catharsis, exactement comme dans la tragédie. Il y a donc une fonction morale dans l'œuvre de Madame de la Fayette, on l'avait déjà dit, comme dans la tragédie classique du XVIIe siècle, dans laquelle baigne notre auteur, puisqu'elle connaît très bien Racine et elle connaît Corneille aussi, qui sont des grands tragédiens de leur temps. Pour tous les trois, la même solution est envisageable. La seule échappatoire à la passion, c'est la vertu, cette force morale qui consiste à faire le bien. Donc concrètement, la passion va être systématiquement opposée à la raison et du coup à la vertu chez Madame de la Fayette. En plus, pour illustrer mon propos, ce que je vous propose ici, c'est une vision de l'œuvre de la Princesse de Clèves sous la forme d'un graphique dans laquelle je reprends la progression intérieure de la princesse et de sa passion. Vous avez deux fils conducteurs ici. Vous avez un premier fil qui correspond à l'amour de la princesse pour son mari, si on peut vraiment parler de passion, son parcours intérieur, et puis l'amour de la princesse pour de Nemours, ici. Et à chaque fois, j'ai référencé les grands temps qui font que la passion évolue. Alors si on prenait simplement le rapport de la princesse avec le duc de Nemours, elle rencontre le duc de Nemours du coup après son mariage avec le prince. Ensuite, il y a la mort de sa mère qui éveille en elle la réalité de sa passion. Elle se rend compte que de fait, elle est amoureuse non pas de son mari, mais elle est amoureuse du duc de Nemours. C'est ce qui permet la mort de Madame de Chartres, notamment lors de la discussion qu'elle a avec elle, puisque sa mère lui fait l'aveu de la passion qu'elle éprouve. Ensuite, il y a l'aveu de la princesse à son mari, la mort du prince de Clèves, qui, paradoxalement, devrait libérer la princesse et lui permettre de vivre sa passion, mais on le voit clairement, il y a la morale de la princesse s'éveille ici, et elle devient encore plus fidèle qu'elle ne l'avait été. Donc après cet aveu et surtout après la mort du prince de Clèves, on a une forme de chute de la passion de la princesse. Elle fuit, elle s'en retourne à la campagne. Il va y avoir à un moment une rencontre manquée entre de Nemours et la princesse. De Nemours ne va pas voir que la princesse est en présence, elle le découvre à nouveau, ça fait rejaillir l'amour qu'elle a pour lui. Elle va rencontrer à nouveau le duc de Nemours, mais à nouveau cette rencontre et cette première déclaration d'amour qui vont pouvoir se faire l'un avec l'autre va opérer un tournant décisif entre les deux amants, dans la mesure où la princesse va renoncer définitivement à l'amour pour le duc de Nemours et va se lier de fidélité à l'époux mort. Voilà. Donc on peut ici observer l'évolution de la princesse grâce à la passion. Sachant que, première remarque, la construction en tome n'a pas de cohérence très structurelle dans notre œuvre. On a déjà mis à jour une structure temporelle renvoyant à la symbolique des saisons, souvenez-vous, avec les récits enchâssés. Je vous avais donné de quoi faire des résumés. Donc du coup, on peut plutôt davantage observer l'évolution des saisons qui correspond au parcours sentimental de la princesse. Et autre élément, ce sont aussi les événements historiques qui vont jalonner les récits qui vont créer une toile de fond et donc vont soutenir les récits des passions. Donc cet élément de structure historique est plus secondaire que la passion tout de même. J'en reviens à notre VST évidemment.
Donc après ce temps de cours et de réflexion et de ce retour à l'œuvre globale, je vous propose une activité. J'ai essayé d'être la plus précise possible. On a dit quand même les lignes. Donc je vous propose 4 à 5 textes dans lesquels je vous demande de réaliser 2 types d'activités, des activités de compréhension mais aussi des activités d'interprétation. Dans l'activité de compréhension, il s'agit pour vous de résumer en somme avec ma piste en essayant de dire qu'est-ce qu'il déclenche la passion ou la jalousie de la princesse. Donc une fois que vous avez travaillé sur cet aspect compréhension, je vous demande de vous intéresser simplement aux lignes 1 à 3 et lignes 11 à 18 pour vous permettre de le faire très rapidement en l'espace d'une phrase, c'est tout. Il s'agit ensuite de s'intéresser à l'expression de la passion dans la princesse de Clèves. Et donc du coup, vous verrez que je vous fais faire un travail de lecteur stylisticien et puis un travail davantage de lecteur voyageur ou éventuellement de lecteur sensible qui est capable de sonder la passion de la princesse. Donc ce que je vous demande de faire pour les premiers textes, enfin le premier texte en tout cas, c'est d'aller observer le champ lexical de la passion et les procédés d'amplification, puisque par définition une passion c'est un sentiment vécu à son extrême. D'un autre côté, on va aller observer un peu le fonctionnement de la passion en posture de lecteur sensible, et je vous demande de repérer 2 regrets, une résolution de la part de la princesse dans le texte numéro 1. Dans le texte numéro 2, je crois que j'ai fait une erreur. Dans le texte numéro 2, je vous demande d'observer en quoi on voit la passion de la princesse, ligne 1 à 8. Ensuite, on fait exactement la même chose que dans le premier texte. On observe le champ lexical de la passion, les procédés d'amplification. Et on observe aussi comment la passion peut troubler l'âme. Ça se trouve à la fin du texte. Vous avez vu, à chaque fois, je vous précise, pour que vous alliez plus vite, les empans du texte pour que ce soit plus simple pour vous. De nouveau en posture stylisticien, je vous demande d'observer ce qui fait que la princesse va finir par choisir la vertu, et puis d'observer aussi son dilemme. C'est pas un choix si simple que ça, où est-ce qu'on observe par exemple ligne 31 à 38 le fait qu'elle est à la fois perdue entre morale, donc raison, vertu, et passion, amour, sentiment pour le duc. Donc là, ce que je propose, c'est de stopper votre capsule, de faire le travail, et ensuite, je vous donne rendez-vous pour la correction quand vous êtes prêt. Vous redémarrez la capsule, et tout de suite après, je vous fais la correction. Alors voilà le texte 1. Madame, donc on se trouve à la suite de la découverte de la lettre par la princesse, et ça donne lieu à un long soliloque dans lequel elle explore ses sentiments. Madame de Clèves lut cette lettre et la relut plusieurs fois sans savoir néanmoins ce qu'elle avait lu. Elle voyait seulement que M. de Nemours ne l'aimait pas comme elle l'avait pensé, et qu'il en aimait d'autres qu'il trompait comme elle. Quelle vue et quelle connaissance pour une personne de son humeur, qui avait une passion violente, qui venait d'en donner des marques à un homme qu'elle en jugeait indigne, et à un autre qu'elle maltraitait pour l'amour de lui. Jamais affliction n'a été si piquante et si vive. Il lui semblait que ce qui faisait l'aigreur de cette affliction était ce qui s'était passé dans cette journée, et que si M. de Nemours n'eût point eu lieu de croire qu'elle l'aimait, elle ne se fût point souciée qu'il en eût aimé une autre. Mais elle se trompait elle-même, et ce mal qu'elle trouvait si insupportable était la jalousie, avec toutes les horreurs dont elle pouvait être accompagnée. Elle voyait par cette lettre que M. de Nemours avait une galanterie depuis longtemps. Elle trouvait que celle qui avait écrit la lettre avait de l'esprit et du mérite. Elle lui paraissait digne d'être aimée. Elle lui trouvait plus de courage qu'elle ne s'en trouvait à elle-même, et elle enviait la force qu'elle avait eue de cacher ses sentiments à M. de Nemours. Elle voyait par la fin de la lettre que cette personne se croyait aimée. Elle pensait que la discrétion que ce prince lui avait fait paraître, et dont elle avait été si touchée, n'était peut-être que l'effet de la passion qu'il avait pour cette autre personne à qui il craignait de déplaire. Enfin, elle pensait tout ce qui pouvait augmenter son affliction et son désespoir. Quel retour ne fit-elle point sur elle-même? Quelle réflexion sur les conseils que sa mère lui avait donnés? Combien se repentit-elle de s'être pas opiniâtrie à se séparer du commerce du monde, malgré M. de Clèves, ou de n'avoir pas suivi la pensée qu'elle avait eue de lui avouer l'inclination qu'elle avait pour M. de Nemours?
Elle trouvait qu'elle aurait mieux fait de la découvrir à un mari dont elle connaissait la bonté, et qui aurait eu intérêt à la cacher, que de la laisser voir à un homme qui en était indigne, qui la trompait, et qui la sacrifiait peut-être, et qui ne pensait être aimé d'elle que par un sentiment d'orgueil et de vanité. Enfin, elle trouva que tous les maux qui lui pouvaient arriver, et toutes les extrémités où elle se pouvait porter, étaient moindres que d'avoir laissé voir à M. de Nemours qu'elle l'aimait et de connaître qu'il en aimait une autre. Tout ce qui la consolait était de penser au moins qu'après cette connaissance, elle n'avait rien à craindre d'elle-même, et qu'elle serait entièrement guérie de l'inclination qu'elle avait pour ce prince. Elle ne pensa guère à l'ordre que madame de la Dauphine lui avait donné de se trouver à son coucher. Elle se mit au lit et finit de se trouver mal, en sorte que quand M. de Clèves revint de chez le roi, on lui dit qu'elle était endormie. Mais elle était bien éloignée de la tranquillité qui conduit au sommeil. Elle passa la nuit sans faire autre chose que de s'affliger et relire la lettre qu'elle avait entre les mains. Donc je vous ai mis en violet tous les termes qui renvoient à la passion, évidemment, comme affliction, c'est un terme très fort. Vous avez aussi des termes comme désespoir, comme passion, et avec lequel on a ajouté l'adjectif violente, adjectif épithète, qui nous renvoie évidemment à la passion de la princesse. Vous avez aussi le terme inclination qui signifie tendresse pour, penchant pour quelqu'un. On voit aussi en jaune des tournures hyperboliques comme à ligne 6. Jamais affliction n'a été si piquante et si vive. Vous avez aussi ligne 9-10 qu'elle trouvait si insupportable. Enfin, la passion dont elle est victime ici est la jalousie, évidemment, qu'on retrouve à la ligne 10. La princesse finit par émettre des regrets. Elle émet d'abord le regret suivant. Je n'ai pas suivi les conseils de maman. Et puis, je n'ai pas avoué à mon mari ce que je ressens pour le duc de Nemours, ce qui me permettrait de passer à autre chose ensuite. Par contre, elle formule une forme de satisfaction dans le sens où euh, elle espère du coup ne plus avoir à craindre de sa passion, que finalement elle se trouve guérie de l'amour qu'elle a pour le duc de Nemours, vu qu'elle vient de découvrir une lettre, d'ailleurs qui n'est pas du duc de Nemours, qui montre qu'il semblerait avoir un commerce avec une autre femme. Vous avez aussi le terme s'affliger qui renvoie évidemment au terme qui est exprimé deux fois à ligne 6 et 7, affliction. Vous avez le verbe du nom qui est au-dessus. Donc vous voyez que le passage est extrêmement redondant, l'affliction étant une souffrance morale forte. Alors dans ce passage, on est à la toute fin du roman. C'est un passage qui fait renaître la passion chez la princesse, alors qu'elle pensait l'avoir bannie. Elle croise Monsieur de Nemours qui ne la voit pas, et ça fait renaître à nouveau la passion pour la princesse, sachant que juste avant ça, le prince de Clèves est décédé. Je vous fais la lecture. Après avoir traversé un petit bois, elle aperçut au bout d'une allée, dans l'endroit le plus reculé du jardin, une manière de cabinet ouvert de tous côtés où elle adressa ses pas. Comme elle en fut proche, elle vit un homme couché sur des bancs, qui paraissait enseveli dans une rêverie profonde, et elle reconnut que c'était M. de Nemours. Cette vue l'arrêta tout court, mais ces gens qui la suivaient firent quelque bruit, qui tira M. de Nemours de sa rêverie. Sans regarder qui avait causé le bruit qu'il avait entendu, il se leva de sa place pour éviter la compagnie qui venait vers lui, et tourna dans une autre allée, en faisant une révérence fort basse qui l'empêcha même de voir ceux qu'il saluait. S'il eût su ce qu'il évitait, avec quelle ardeur serait-il retourné sur ses pas? Mais il continua à suivre l'allée, et madame de Clèves le vit sortir par une porte de derrière où l'attendait son carrosse. Quel effet produisait cette vue d'un moment dans le cœur de madame de Clèves? Quelle passion endormie se ralluma dans son cœur, et avec quelle violence! Elle s'alla asseoir dans le même endroit d'où venait de sortir M. de Nemours. Elle y démarra comme accablée. Ce prince se présenta à son esprit, aimable, au-dessus de tout ce qui était au monde, l'aimant depuis longtemps, avec une passion pleine de respect et de fidélité, méprisant tout pour elle, respectant même jusqu'à sa douleur, songeant à la voir sans songer à en être vu, quittant la cour dont il faisait les délices pour aller regarder les murailles qui la refermaient, pour venir rêver dans des lieux où il ne pouvait prétendre de la rencontrer. Enfin, un homme digne d'être aimé par son seul attachement, et pour qui elle avait une inclination si violente qu'elle l'aurait aimé quand il ne l'aurait pas aimé. Mais de plus, un homme d'une qualité élevée et convenable à la sienne, plus de devoirs, plus de vertus qui s'opposaient à ses sentiments. Tous les obstacles étaient levés. Il ne restait de leur état passé que la passion de M. de Nemours pour elle, et que celle qu'elle avait pour lui. Toutes ces idées furent nouvelles à cette princesse. La fiction de la mort de M. de Clèves l'avait assez occupée pour avoir empêché qu'il n'eût jeté les yeux.
La présence de M. de Nemours les amena en foule dans son esprit. Mais, quand il en eut été pleinement rempli, et qu'elle se souvint aussi que ce même homme qu'elle regardait comme pouvant l'épouser était celui qu'elle avait aimé du vivant de son mari, et qui était la cause de sa mort, que même en mourant, il lui avait témoigné de la crainte qu'elle ne l'épousât, son austère vertu était si blessée de cette imagination qu'elle ne trouvait guère moins de crime à épouser M. de Nemours qu'elle en avait trouvé à l'aimer pendant la vie de son mari. Elle s'abandonna à ces réflexions si contraires à son bonheur. Elle les fortifia encore de plusieurs raisons qui regardaient son repos et les maux qu'elle prévoyait en épousant ce prince. Enfin, après avoir demeuré 2 heures dans le lieu où elle était, elle s'en revint chez elle persuadée qu'elle devait fuir sa vue comme une chose entièrement opposée à son devoir. Mais cette persuasion, qui était un effet de sa raison et de sa vertu, n'entraîna pas son cœur. Il demeurait attaché à M. de Nemours avec une violence qui le mettait dans un état digne de compassion et qui ne lui laissa plus de repos. Elle passa une des plus cruelles nuits qu'elle eût jamais passées. Donc à nouveau, en violet, je vous ai repéré les termes en rapport avec la passion. La passion. Vous avez le thème rallumé qui renvoie à une métaphore ici, au feu de l'amour. Vous avez le terme violence, passion à nouveau, inclination, qui signifie penchant pour. En jaune, vous avez encore des formules hyperboliques. Et puis, évidemment, la ponctuation joue aussi. Ensuite, à partir de la ligne 25, à la toute fin, on voit le dilemme de la princesse qui est aussi mis en évidence avec le terme mais. Pendant tout le passage ici, on sent que la princesse est prête à se jeter à nouveau dans les bras de Nemours. Et puis ensuite, on a à la suite du passage et après le mais, on voit que la princesse est pétrie d'une culpabilité énorme. Ici, on voit qui était, pardon, j'arrête pas de me tromper quand je change de stabilo. On voit ici et qui était la cause de sa mort. Donc Monsieur de Nemours est la cause de la mort de Monsieur de Clèves. Et puis elle estime qu'elle va rencontrer du danger à se marier puisque, on voit ici noté, elle les fortifie encore de plusieurs raisons qui regardaient son repos et les maux qu'elle prévoyait en épousant ce prince. Donc elle sent bien que accomplir cet amour pour de Nemours est un grand risque et finalement elle bascule du côté de la vertu. Tout de même, malgré ce passage-là, la princesse est à nouveau travaillée par la passion. Ici, il demeurait attaché à M. de Nemours avec une violence qui la mettait dans un état digne de compassion. Donc on renvoie à nouveau ici au tourment de la passion qui, même si elle a fait une résolution morale, ne peuvent quitter comme ça la princesse. On voit bien dans ce que j'ai souligné, mais cette persuasion qui était un effet de sa raison et de sa vertu n'entraînait pas son cœur. La princesse est toujours dans un dilemme passion-raison. Si je jouais sur une expression de la langue française, enfin une citation de la langue française, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Clairement, on est là-dedans. Elle a formulé des raisons qui faisaient que elle ne poserait pas M. de Nemours et pour autant son cœur ne l'entend pas de cet ordre et poursuit sa tourmente. Pour travailler les textes 3 et 4, j'ai enlevé le texte 5 pour vous permettre d'aller un petit peu plus vite. Dans un premier temps, dans la compréhension, j'aimerais que vous compreniez qu'on a à la fois à faire une déclaration d'amour et à la fois à faire un renoncement. Et dans le texte 4, que vous voyez à quel point il est difficile de lutter contre la société qui voudrait que la passion de la princesse se réalise. J'aimerais que vous listiez 4 éléments qui rappellent la princesse à l'ordre dans sa passion. 4 éléments qui font que la société essaie de sortir la princesse de sa retraite qu'elle veut pourtant. Dans le texte numéro 3, on assiste à l'ultime rencontre entre la princesse et de Nemours. C'est l'occasion d'une déclaration d'amour, mais aussi d'un renoncement assez paradoxalement. Et dans le texte numéro 4, on est à la toute fin du roman, et il s'agit de la retraite définitive de la princesse, quand bien même le duc de Nemours tente une dernière rencontre. À nouveau, je vous demande d'observer le champ lexical de la passion.
dans la posture d'un lecteur philosophe et ou d'un lecteur sensible. J'aimerais que vous repériez des arguments qui vont permettre de montrer que la princesse est résolue dans sa vertu. D'ailleurs, il y a une citation qui peut être intéressante à remettre dans vos carnets. Ce serait celle-ci. Les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Ce qui est assez intéressant ici. Dans le deuxième dernier texte, à nouveau, je vous demande de repérer le champ, les effets de la passion pour le corps dans le paragraphe 1 et que vous repériez aussi les deux termes péril et détruire, puisque effectivement la passion est vue comme un élément non seulement désorganisateur mais aussi destructeur, un élément de danger. J'aimerais bien que vous repériez ces termes. Et à la toute fin, j'aimerais que vous repériez non pas le champ lexical de la passion, mais le champ lexical de la religion, donc un champ lexical d'ordre moral, qui apparaît dans les dernières lignes et qui finit de terminer la princesse de Clèves, c'est-à-dire le choix janséniste de la princesse et donc le message janséniste de la Madame de Lafayette qui au travers de son récit, nous fait plaisir, hein, c'est dans un plat quéré, mais aussi elle cherche à nous édifier, nous apprendre quelque chose. On est du coup dans le dos quéré, et elle cherche à nous apprendre que la meilleure façon de se sortir de sa passion, c'est de vivre en rapport avec Dieu. Voici un extrait de la déclaration entre les deux amants. Dans la vestée numéro 2, j'avais déjà mis une petite partie de cette déclaration-là. Elle est extrêmement longue, il y a plein de paroles rapportées des deux personnages. Là, du coup, je vous propose d'écouter les paroles rapportées de Madame de Clèves ainsi que de Monsieur de Nemours. J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Rien ne peut m'empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour la galanterie et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. Vous avez déjà eu plusieurs passions, vous en auriez encore. Je ne ferai plus votre bonheur, je vous verrai par une autre comme vous auriez été pour moi. Donc en gros, je suis persuadée que vous me serez infidèle et que vous continuerez d'avoir des galanteries même si on se mariait. J'en aurai une douleur mortelle et je ne serai pas même assurée de n'avoir point le malheur de la jalousie. Je vous en ai trop dit pour vous cacher que vous me l'avez fait connaître et que je souffris de si cruelles peines le soir que la reine me donna cette lettre de Madame de Thémines, que l'on disait qui s'adressait à vous, et qu'il m'en est demeuré une idée qui me fait croire que c'est le plus grand de tous les maux. Effectivement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier texte. La princesse de Clèves a entre les mains une lettre qui en fait n'est pas une lettre de Nemours mais du vidame de Chartres qui se faisait entre le vidame de Chartres et Madame de Thémines et non pas entre Madame de Thémines et le duc de Nemours. Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez. Mon expérience me ferait croire qu'il y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirai toujours amoureux et aimé, et je ne me tromperai pas souvent. Dans cet état, néanmoins, je n'aurai pas d'autre parti à prendre que celui de la souffrance. Je ne sais même si j'oserais me plaindre. On fait des reproches à un amant, mais en fait-on à un mari quand on a à lui reprocher que de n'avoir plus d'amour? Effectivement, ce que je vous ai mis en rouge, ça renvoie une injustice énorme de l'époque. C'est-à-dire que quand une femme se voit trompée, elle n'a rien à dire, alors que quand c'est un mari, là par contre, c'est toute autre chose. Quand je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur, pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir toujours M. de Clèves vous accuser de sa mort, me reprocher de vous avoir aimé, de vous avoir épousé, et me faire sentir la différence de son attachement au vôtre. Il est impossible, continua-t-elle, de passer par-dessus des raisons si fortes. Il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais. Et croyez-vous le pouvoir, madame s'écria M. de Nemours. Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire? Il est plus difficile que vous ne pensez de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une vertu austère qui n'a presque point d'exemple, mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments, et j'espère que vous les suivrez malgré tout. Donc à nouveau en violet, je vous ai mis le champ lexical de la passion. En rouge, je vous ai mis évidemment
l'injustice homme-femme de l'époque. Ensuite, les arguments de la princesse qui dit que en gros il y a de grandes chances que le duc de Nemours lui soit infidèle. Et puis deuxième élément ici, autre argument, il est hors de question qu'elle succombe à de Nemours dans la mesure où elle porte la culpabilité de la mort du prince de Clèves. Et il est hors de question qu'elle donne raison au prince de Clèves qui l'avait accusé de l'avoir trompé. Je vous ai mis en gras évidemment la citation qui m'intéressait. Hein. J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Évidemment. Dernier texte donc que je vous lis. À nouveau, j'ai mis en violet du champ lexical de la passion. J'ai repéré en rouge les termes détruire, péril et détruire à nouveau, qui renvoient à l'idée de Madame de Lafayette, c'est-à-dire que la passion finit par vous mettre à bas. Et puis en bleu, j'ai fait apparaître le champ lexical de la morale, et notamment à la toute fin de la morale religieuse. Vous voyez que tout en bas, j'ai mis maison religieuse, retraite, occupation sainte que celle des couvents les plus austères, vertu inimitable, qui renvoie au choix de la princesse de se soustraire à la vie sociale, à la société, et de s'orienter, comme Janssen ne pourrait le faire, ou Saint-Augustin, dans une forme de retraite et de rapport à Dieu. Ce rapport à Dieu est mis en évidence à la ligne 23, qu'elle ne pensait plus qu'à celle de l'autre vie, c'est-à-dire que la princesse de Clèves s'oriente vers la vie de l'au-delà en espérant obtenir le salut, évidemment, de toutes les jansénistes. Qui croient qu'il y a peu d'élus et que pour être finalement élu auprès de Dieu, il faut essayer d'avoir été le plus exemplaire possible, ce qu'elle essaye de faire. Voilà les lectures. Donc on sait que la princesse a renoncé au duc de Nemours, elle est dans un couvent pour une moitié de son temps, dans un de ses domaines dans les Pyrénées, elle tombe malade, elle se remet, elle recentre sa vie sur Dieu et sur la vertu. Il se passe ça, c'est un texte que vous aurez en lecture linéaire pour une partie, hein, d'accord, parce que là c'était beaucoup trop long pour une lecture linéaire, il fasse une vingtaine de lignes. Donc la dernière lecture linéaire que vous verrez portera sur ce texte-là. Il se pensa un assez grand combat en elle-même. Enfin, elle surmonta les restes de sa passion, qui était affaiblie par les sentiments que sa maladie lui avait donnés. Les pensées de la mort lui avaient rapproché la mémoire de M. de Clèves. Ce souvenir qui s'accordait à son devoir s'imprima fortement dans son cœur. Les passions et les engagements du monde lui parurent tels qu'ils paraissaient aux personnes qui ont des vues plus grandes et plus éloignées. Sa santé, qui demeura considérablement affaiblie, lui aida à conserver ses sentiments, mais comme elle connaissait ce que peuvent les occasions sur les résolutions les plus sages, elle ne voulut pas s'exposer à détruire les siennes, ni revenir dans les lieux où était ce qu'elle avait aimé. Donc en gros, elle se retire à tout jamais de la société et de la cour. Elle se retira sur le prétexte de changer d'air dans une maison religieuse, sans faire paraître un dessein arrêté de renoncer à la cour. À la première nouvelle qu'en eut M. de Nemours, il sentit le poids de cette retraite et il en vit l'importance. Il crut dans ce moment qu'il n'avait plus rien à espérer. La peur de ses espérances ne l'empêcha pas de mettre tout en usage pour faire revenir Madame de Clèves. Il fit écrire la reine, donc premier élément de la société extérieure qui veut ramener la princesse. Il fit écrire le vidame, deuxième élément. Il l'y fit aller, troisième élément, mais tout fut inutile, le vidame la vit, elle ne lui dit point qu'elle eût pris sa résolution, il jugea néanmoins qu'elle ne reviendrait jamais. Enfin, M. de Nemours, donc quatrième élément, y alla lui-même sur le prétexte d'aller à des bains. Elle fut extrêmement troublée et surprise d'apprendre sa venue. Elle lui fit dire que par une personne de mérite qu'elle aimait et qu'elle avait alors auprès d'elle, qu'elle le priait de ne pas trouver étrange si elle ne s'exposait point au péril de le voir et de détruire par sa présence des sentiments qu'elle devait conserver. Qu'elle voulait bien qu'il sût qu'ayant trouvé que son devoir et son repos s'opposaient au penchant qu'elle avait d'être à lui, les autres choses du monde lui avaient paru si indifférentes qu'elle y avait renoncé pour jamais, qu'elle ne pensait plus qu'à celle de l'autre vie, et qu'il ne lui restait plus aucun sentiment que le désir de le voir dans les mêmes dispositions où elle était. Autrement dit, j'espère que toi, duc de Nemours, tu vas te poser dans une morale janséniste et tu vas adopter cette retraite tout comme moi.
Monsieur de Nemours pensa expirer de douleur. Alors là, le terme n'est pas anodin, hein. Expirer de douleur, c'est mourir de douleur, de chagrin. En présence de celle qui lui parlait, il la pria 20 fois de retourner à Madame de Clèves afin de faire en sorte qu'il la vît. Mais cette personne ne lui dit que Madame de Clèves lui avait non seulement défendu de lui aller redire aucune chose de sa part, mais même de lui rendre compte de leur conversation. Il fallut enfin que ce prince repartît aussi accablé de douleur que le pouvait être un homme qui perdait toutes sortes d'espérances de revoir jamais une personne qui l'aimait d'une passion la plus violente, la plus naturelle et la mieux fondée qui ait jamais été. Néanmoins, il ne se rebuta point encore, et il fit tout ce qu'il put imaginer de capable de la faire changer de dessein. Enfin, des années entières s'étant passées, le temps et l'absence ralentirent la douleur et éteignirent sa passion. Ça donne raison à Madame de Lafayette, qui est en train de nous dire à demi-mot qu'en gros, loin des yeux, loin du cœur, c'est-à-dire que la passion s'éteint avec la distance et le temps. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne lassa pas d'apparence, qu'elle ne put jamais revenir. Elle passa une partie de l'année dans cette maison religieuse et l'autre chez elle, mais dans une retraite, dans une occupation plus sainte que celle des couvents les plus austères, et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables. Là, vous voyez que les tournures hyperboliques nous sont cette fois-ci plus rattachées à la passion, mais elles sont rattachées à la vertu, puisque inimitables et des occupations plus saintes que, ce sont des tournures hyperboliques qui mettent en valeur l'extrême vertu de la princesse. Voilà, j'avais aussi prévu de vous faire travailler sur le vol du portrait par le duc de Nemours en la présence de la princesse qui l'observe, le regard ne réagit pas et donc qui est captive des passions du prince. En fait, elle fait voler pour son portrait comme elle se fait un peu violer, alors attention ne mettez pas ça dans une copie, hein, son moi en fait, puisque comme il vole son portrait, c'est comme s'il volait la princesse et sa passion. Donc l'image, le passage est extrêmement fort ici, mais je ne le fais pas ici. Mais ce qui serait bien, c'est que vous l'ayez en ressource ce texte-là. Vous avez un écrit d'appropriation à faire sur la passion, sachant que le document que j'ai diffusé à la 2e page de ma capsule sera aussi dans vos carnets, donc du coup les documents se feront écho. Suivez mes conseils. À savoir bien synthétiser les textes de référence pour que vous les ayez en tête et bien mettre à jour aussi les termes qui renvoient à la passion chez la princesse, chez Madame de Lafayette. Comme ça, vous pourrez aussi parler de la façon dont Madame de Lafayette évoque la passion dans son style, en fait, avec les hyperboles, les amplifications, et reprendre éventuellement quelques expressions. Pensez aussi à mettre les citations que j'ai évoquées dans les divers cours dans votre page citation. Ça pourrait être pas mal dans votre carnet. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous envoie dans la foulée la lecture linéaire numéro 7, la dernière.